Ok, on va commencer. Je sais pas si Mariama elle est avec nous. Shmana, à la limite elle va le voir la séquence vidéo, donc du coup ça sert absolument à rien en fait de parler en arabe. Ok, bien. Donc nous sommes arrivés lors de la dernière séance à ce slide-là. Là on a vu au fait un petit exemple au fait d'activité, les différentes au fait méthodes qui constitue le cycle de vie de l'activité en create, en start, en restart, resume, en pause, en stop, en destroy. D'accord? Quand est-ce qu'elles sont déclenchées et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans comme code? Donc on a donné quelques exemples. Ben, une activité, donc c'est un élément parmi plusieurs éléments qui composent une application Android. Si on veut lancer une activité, il y a deux façons de faire. Donc soit on utilise la méthode start activity, soit on utilise la méthode Start Activity for Result. Start Activity, elle est utilisée dans le cas où nous avons affaire au fait à un lancement d'une activité sans valeur de retour ou sans récupération de résultats. D'accord? Si tu veux récupérer des résultats à partir de l'activité, va savoir par exemple login, mot de passe ou je sais pas quoi. Donc dans ce cas-là, tu dois faire en sorte d'utiliser cette méthode-là, Start Activity for Result. Et là, tu dois également faire un override relatif à une autre méthode qui est appelée onActivityResult. D'accord? Cette méthode-là, donc, elle va être déclenchée automatiquement dès que on lance une activité et qu'elle se termine à travers la méthode startActivityFor Result. D'accord? C'est elle qui va récupérer le résultat et c'est grâce à cette méthode-là qu'on pourra traiter le résultat et qu'on pourra poursuivre notre traitement selon le résultat récupéré à partir de l'activité. D'accord? Est-ce que les activités sont lancées en aléatoire? On peut accéder à n'importe quelle activité à n'importe quel moment? Oui. Mais il y a un ordre normalement d'accès dans les activités. D'accord? On ne peut pas tout simplement glisser d'une activité à une autre. Il y a tout simplement ce qu'on appelle un stack ou une pile qui, à chaque fois qu'on lance une activité, elle va mettre en arrière-plan l'activité qui est actuellement active, qui est en foreground, et elle va mettre en foreground à sa place, donc l'activité nouvellement créée. D'accord? Donc du coup, quand on parle de pile, on parle d'empiler et d'épiler, c'est automatique. Euh, donc ça, c'est un exemple fait de scénario dans lequel on a lancé deux activités. On est allé vers le home et juste après, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé au fait l'application de gestion des messages. D'accord? Le Home en soi, c'est une activité dans Android, d'accord? Et quand on liste les messages, donc ça va pas partir de néant, c'est le Home ou votre activité principale qui l'a lancée, d'accord? Donc du coup, elle va se mettre en arrière-plan et dans l'application en fait de listing de messages, elle va se mettre en avant-plan. Une fois que tu cliques sur Back, d'accord? Avec la petite flèche normalement à gauche, d'accord? Dans le sens gauche. Dans ce cas-là, donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va revenir vers l'activité mère et l'activité qui a été actuellement lancée, elle va être détruite. D'accord? Et du coup, quand on va la relancer, on va commencer avec le onCreate. D'accord? Contrairement au bouton Home. Donc, le bouton Home, il a un autre comportement, une autre attitude. Donc, quand on revient avec le bouton Home, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va aller vers l'activité mère, mais l'activité au fait fille, elle va être placée dans la pile. De cette façon-là, au cas où par exemple on veut la relancer, on pourra reprendre à partir au fait de son état précédent. D'accord? Donc là, on aura un non-stop qui va être déclenché, etc., etc. Ben, bon, est-ce qu'on peut lancer en fait plusieurs piles à l'intérieur en fait d'Android? Bien entendu, c'est normal. Donc on peut lancer plusieurs.
euh, application, et chaque application, elle va avoir donc sa propre pile. D'accord? Donc, un petit exemple. Donc, je suis sur le Home. Je vais lancer au fait le Maps. D'accord? Et par la suite, à un moment bien donné, je vais revenir vers le Home avec le Home. Donc, le Maps, il est en arrière-plan cette fois-ci. Il n'a pas été détruit. Je vais lancer Calendar. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai une pile maintenant pour le View Map avec ses différentes activités. D'accord? Et j'ai également une autre pile pour le Google Calendar avec ses différentes activités. Et tout ça, elle est organisée sous forme de stack également au niveau fait d'Android. D'accord? Et si je veux basculer vers Maps, bien entendu, donc je vais revenir vers la page d'accueil, vers le Home, d'accord? Ou vers la fenêtre de base d'Android, et par la suite, je sélectionne le Maps. Et dans ce cas-là, il va comprendre que tu veux switcher au fait de piles. Il va donc mettre cette pile-là. D'accord? Voilà. C'est bon? Ok, donc ça c'est un avant-goût concernant les activités. Je vous invite vivement à consulter les TP que je vous ai communiqués dans le channel YouTube. D'accord? Normalement tout est lié. Je crois que les différentes URL elles sont dans votre Drive. Donc il suffit juste d'aller vers le Drive, de chercher les fichiers qui commencent avec le nom TP. D'accord? Et à l'intérieur vous allez trouver les URL qui leur sont associées. Et vous êtes demandé à appliquer pratiquement tous les TP, à les mettre en œuvre chez vous dans vos machines. D'accord? Donc, on va enchaîner avec les services cette fois-ci. Donc, il y a deux types essentiellement de services. Un service, comme son nom l'indique, donc c'est une activité qui va être exécutée à l'intérieur de votre application. La question qui se pose, qu'est-ce qui distingue une activité classique, comme on l'a vu, d'un service? C'est tout simplement ce deuxième point, l'interface graphique. On n'a pas besoin en fait d'une interface graphique pour faire en face ou pour exécuter pardon, un service. D'accord? Il y a essentiellement deux types de services, à savoir les services locaux et les services distants. Donc les services locaux, ce sont des services internes à l'intérieur de votre application. Donc ils ne sont visibles et accessibles qu'à l'intérieur de l'application en soi. D'accord? Les autres services, ce qu'on appelle les services distants, ce sont des services qui s'exécutent dans des process indépendants de votre application. Ils peuvent être invoqués à travers ce qu'on appelle le middleware, d'accord, de votre système, et nécessitent bien entendu une description AIDL afin que ça soit visible et clair au niveau fait de votre système, d'accord. Donc, il y a également certaines spécificités concernant la configuration en fait, de service. Il y a des flags nommés exported. Ils devraient être communiqués lorsque vous allez créer la classe associée au service. Si vous allez créer un service distant, dans le cas où c'est un service local, il faudra mettre le note exported normalement dans le constructeur. Et de cette façon-là, il va comprendre que c'est un service local, votre système Android. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on utilise un service? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quand il est demandé de l'utilisateur. À qui faire? Quand il est demandé de l'utilisateur. Oui, ça peut être ça, mais essentiellement, on utilise le service quand il s'agit au fait d'un besoin relatif à une exécution assez continue dans votre application. Par exemple, tu devrais surveiller l'exécution, par exemple, de je ne sais quoi dans un serveur. Tu devrais surveiller, par exemple, un channel, par exemple, RSS. N'importe quelle tâche qui va s'exécuter assez continuellement, d'accord? Donc, normalement, elle va nécessiter un service, d'accord? Donc, est-ce qu'il peut interagir avec des protocoles de communication de service? Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu peux utiliser n'importe quel protocole de communication, notamment le REST, notamment le gRPC ou autre, d'accord? Si c'est supporté par Android, tu peux tout simplement
l'utiliser. D'accord? Et donc, en ce qui concerne... سامحوا دقيقة بلي بابا بلي اطبق البيض بالباهية. ارجع اختم صدقة. Ok, donc si on a besoin en fait d'une exécution assez contenue ou nous avons besoin d'une entité qui va servir les gens, donc là la première chose normalement auquel il faudra penser c'est les services, d'accord? Donc il y a essentiellement en fait deux types de services qu'on peut utiliser et les deux types de services, ils héritent de la même classe, à savoir Android.a.service. Et ça a changé à partir de l'API, je crois, dans une certaine API. Je ne vais pas tout simplement vous donner un chiffre qui peut être incorrect, mais cette partie-là, donc, elle peut changer selon en fait les API, d'accord? Mais il y a en fait une application, pardon, une classe nommée service à partir de laquelle il faudra hériter pour pouvoir créer ce genre en fait de service. Il suffit juste dans Android Studio d'écrire service et automatiquement dès que ça apparaît, il va vous afficher le petit truc rouge normalement et il va vous demander si vous voulez résoudre le problème à travers l'import. Va vous importer et c'est bon, d'accord? Donc le premier choix, ça va être relatif donc au service dont nous sommes en train de parler. Donc, il y a ce qu'on appelle les services unbounded et les services bounded. Les services sans attachement et les services avec attachement. Donc, les services sans attachement, ce sont des services qui vont s'exécuter continuellement. D'accord? On peut dire que c'est infini, disons. D'accord? Les services à attachement, ce sont des services normalement qui vont être déclenchés lors de l'attachement. D'accord? Donc, quand tu t'attaches, là, on aura fait une exécution. Tu pourras tout simplement récupérer les résultats dont tu en as besoin. Et quand pratiquement tous les clients ils vont se détacher, là, on pourra exécuter le unbind. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on ait les deux à l'intérieur en fait d'un même service? Oui, c'est possible. Donc, je peux vous donner un exemple concret. Supposons par exemple que tu es en train de surveiller un channel, par exemple X, n'importe quel channel avec n'importe quel protocole de communication. Donc, pour effectuer la surveillance, possiblement, tu as besoin en fait d'exécuter de manière synchrone des tâches de vérification au niveau du serveur qui héberge le channel. D'accord? Donc, tu as besoin d'un unbounded service. Et quand une personne elle se connecte à ton service, là, elle devrait être au courant à propos des nouveaux messages. Donc là, il pourra faire en sorte au fait de demander quels sont les nouveaux messages afin que je mette à jour au fait mon interface, par exemple, de chat. D'accord? Donc là, j'ai un traitement lors de l'attachement. D'accord? Et quand il n'y a plus au fait de personnes qui sont attachées, donc à la limite, on pourra faire en sorte de nettoyer certaines ressources afin de d'optimiser. D'accord? Donc dans ce genre de contexte-là, on peut dire qu'on a besoin d'un service qui est à la fois unbounded et bounded, avec attachement et sans attachement. Continuellement, elle va exécuter des tâches routinières au fait de vérification de channel, et à un moment bien donné, dès que quelqu'un il va s'attacher à lui, donc il va le notifier à propos des nouveautés. D'accord? En gros, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est un exemple dans lequel on a un service qui contient en create, en start command, en bind, en unbind et en destroy. D'accord? Voilà. Des questions? Non. Ok, parfait. On va voir de toutes les façons un petit exemple ici à ce niveau-là. Et bien sûr, donc, je suis en train de vous concocter au fait un TP associé au fait à ce genre de service. D'accord? Donc, ça c'est une classe nommée Account Cleaner qui est un service. Donc, du coup, il doit hériter forcément en fait de la classe service.
Et donc, dans le onCreate, on pourra faire en sorte au fait d'effectuer le super.onCreate, l'allocation des ressources, etc., etc. En start command, c'est celle-là, d'accord, avant le lancement en fait de l'exécution du service. Donc là, on va mettre au fait le code du service et on va le laisser tourner tranquillou, d'accord. On pourra ajouter de la même façon, bien sûr, le unbind, etc. D'accord? Donc, selon votre besoin, bien entendu. Si tu as besoin en fait d'un service en arrière-plan, donc qui est euh, sans attachement, bien entendu, donc tu mets pas ça. Tu peux tout simplement mettre un sans attachement, plutôt tu peux mettre que ça. Et avec attachement, bien entendu, tu devrais mettre le onbind et unbind. D'accord? Ok. Donc, comment on peut démarrer un service? Donc là, pour démarrer un service, il suffit juste d'exécuter cette méthode-là. Start service, et là, tu peux tout simplement communiquer un intent à cet effet. On peut voir par la suite quelques exemples. Si on veut arrêter un service pour économiser des ressources, on va savoir ce qu'on va faire de ça. Donc, dans ce cas-là, on pourra utiliser le stop service. Pour le mode bounded, si on veut s'attacher au service, là, il y a une méthode qui va exécuter l'attachement et qui va déclencher le onBind au niveau du service, qui est bind service. Plutôt unbind service, donc il va déclencher le onUnbind du service au cas où il n'y a plus personne normalement qui est attaché, bien entendu, au service. D'accord? Monsieur, يضيفوا des paramètres باش نحطهم في وسط les méthodes Oui, هذوكم. bien entendu, oui, mais, 3 points, donc, à quoi ça sert? Il y a beaucoup de paramètres, hein. Donc il y a une préparation parfois au fait d'un jeu de paramètres. On va voir des exemples dans les TP, je préfère ça. D'accord? Ok, Donc ouais. bien sûr, les TP, c'est des séquences vidéo que vous pouvez consulter par la suite. Enfin, Ok, merci. j'espère que vous avez vu les autres TP, que vous les avez mis en place dans vos machines. Parce que si c'est pas le cas, bon, alors là, vous allez ramer dans l'examen. Et on est de même pour le mini-projet que je vais vous communiquer très prochainement. D'accord? Ok. Là, on va voir en fait un concept central pratiquement dans n'importe quel style de programmation dans Android natif, à savoir ce qu'on appelle les intents. Les intents ou en français les intentions, comme son nom l'indique, on peut les appeler en arabe niya. D'accord? Tu veux faire quelque chose. Mais c'est quoi ce quelque chose-là? Bah là, ça peut changer d'un besoin à un autre. D'accord? Donc, à travers les intents, tu peux lancer des activités. À travers les intents, tu peux faire un start service. À travers les intents, tu peux lancer n'importe quelle entité. Tu peux communiquer des données. Pratiquement, tout est géré à travers cet artefact-là qui est très utilisé, très sollicité dans la programmation Android. D'accord? Donc, n'importe quel élément qui existe dans votre application, que ce soit une activité, un service, un broadcast receiver, ou n'importe quoi. D'accord? S'il y a une communication entre lui et un autre module, c'est que forcément, ça peut être bien sûr une communication de données, un lancement, n'importe quel style au fait d'interaction. D'accord? Ça doit forcément passer par les intents. Et ces intents-là, ça reste quand même au fait des conteneurs, ce qu'on appelle des réceptacles. Il faudra que ça soit communiqué à quelque chose. C'est quoi ce quelque chose-là? Donc là, on va aller vers les systèmes répartis pour nous donner la réponse. C'est un middleware. N'importe quelle application, n'importe quel système Android dans lequel tournent plusieurs applications, il y a ce qu'on appelle un bus ou un intergiciel, d'accord, qui va assurer les interactions entre les différentes composantes de l'application ou les différentes applications d'Android. D'accord? Donc cet intergiciel-là, il va accepter, c'est lui qui va accepter les intents et c'est lui qui va les gérer pour soit lancer un service, un broadcast receiver, pour communiquer des informations d'une activité vers un service, etc. etc. Voilà. Donc,
quels sont les types d'intent? Donc, il y a des intentions et il y a des natures d'intentions. Parfois, l'intention, c'est-à-dire donc ce que tu veux faire, c'est clair et net, c'est noir sur blanc. Ce qu'on appelle les intents implicites. Par exemple, tu veux activer tel ou tel composant. Tu veux lancer une activité. Tu veux lancer un service. D'accord? Donc là, on doit utiliser ce qu'on appelle les intents explicites. D'accord? Et généralement, ça utilise les fichiers .class relatifs aux composants qui vont interagir entre eux. D'accord? C'est souvent le cas. En ce qui concerne les intents implicites. Les intents implicites, donc, c'est des intentions de lancement d'opérations, mais on ne sait pas exactement qui peut prendre en charge, en fait, cette intention-là. Ça peut être quelqu'un qui est présent en tant qu'activité ou service ou ce que vous voulez, n'importe quelle entité de votre application. Ça peut être simplement un service qui existe à l'extérieur de votre application que vous pouvez interagir avec lui. Par exemple, service de messagerie d'Android. Ça peut être tout simplement un intent qui est mal formé et du coup, donc, elle ne va pas être traitée correctement par Android. Mais bien sûr, lors de la compilation, il ne va pas s'en rendre compte. C'est lors de l'exécution que ça va poser au fait des problèmes au cas où il y a des problèmes. D'accord? Et c'est ces intents implicites normalement qui sont assez nuisibles à débugger assez souvent. D'accord? Voilà. Ok. Euh, quelles sont les méthodes qui utilisent les intents? Pratiquement, il y en a en fait des tas. D'accord? Quand tu vas lancer au fait une activité et que tu vas attendre le résultat de cette activité-là. Donc, pour récupérer le résultat de l'activité, il faudra mettre le résultat à l'intérieur d'un intent parce que une activité et une autre activité, ce sont deux entités qui sont isolées, même si celle-là est la mère de l'autre. D'accord? Si c'est l'activité, disons une, c'est elle qui a lancé l'activité 2. Mais il n'y a pas au fait de communication directe entre l'activité 1 et l'activité 2. Il faudra forcément que ça passe par les intents. Si l'activité 2, disons celle-là, par exemple, donc elle va renvoyer des résultats, il faudra qu'elle prépare un intent, qu'elle le balance au bus, et c'est au bus normalement de véhiculer le résultat au niveau au fait de l'activité parente. D'accord? Et à cet instant-là, au niveau au fait de en activité result, là, on va récupérer le résultat à l'intérieur de l'intent. D'accord? Donc ça, c'est un exemple en fait d'intent dans lequel on est en train en fait de le considérer comme étant un conteneur de data. D'accord? Pour transiter les données d'une activité à une autre. Juste à l'instant, s'il vous plaît. Ah, je peux pas comment l'examiner. Tu vois? الكل ربنا يستعين. باهي تبارك الله على ولدي امشي. باهي اسمع، امشي اعطيهم من ماماتك، امشي اعطيهم من ماماتك، قول لها صلح. هزوا معك هزوا معك. يا خلي ماماتك يصلح ولا ماما تصلح. باهي خليني نخدم على روحي لطون ونربحوا الوقت. باهي désolé. Ok. Euh, les intents sont utilisés bien entendu pour lancer des activités. Donc là, il faudra mettre un intent dans lequel on a la référence de la classe parente, la référence de la classe fille, relative à l'activité qui va être lancée. Et là, on communique tout ça à start activity ou start activity for result. D'accord? Voilà. En ce qui concerne bon, finish activity, normalement, on l'utilise pas normalement les intents à ce niveau-là, mais elle va renvoyer tout simplement un code de retour ou bon, non, vous allez le voir normalement avec plus de détails dans le TP que je vous ai préparé, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? Get intent. Si tu veux en tant qu'activité fille récupérer l'intent de lancement de l'activité parente, là tu peux utiliser cette méthode-là, d'accord? Et là, tu peux récupérer éventuellement certains paramètres qui sont communiqués par l'activité mère. D'accord? Tu récupères à ce niveau-là à travers le getIntent,
tu récupères avec get extra ou get ce que vous voulez, d'accord? Et par la suite, tu commences à exécuter tes instructions. D'accord? Quand tu termines, tu peux faire en sorte d'exécuter finish activity après avoir bien sûr défini le résultat au cas où il y a des résultats à définir à travers cette result. Et cette result, bien sûr, si on veut communiquer des résultats d'une activité vers une autre activité, il faudra spécifier ces résultats à l'intérieur d'un intent, bien entendu. D'accord? Pour les services, même chose. Si tu veux démarrer un service, là, il faudra spécifier l'intent de lancement explicite de ce service-là. Tu mets la référence de ta classe et également la référence de la classe du service. Pour le stop, même chose. Pour le bind, pour l'attachement, même chose. D'accord? Pour le onStart command, tu vas récupérer au fait l'intent qui a été la cause au fait de ton lancement. Pour le onBind, même chose. Tu vas récupérer l'intent qui a été communiqué lors du bind. D'accord? Donc ça, c'est pour l'activité, les services et le... Non, en ce qui concerne le broadcast receiver, donc je vais le mettre en stand-by pour l'instant jusqu'à ce qu'on présente ce concept-là avec plus de détails, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver au fait dans les intents, outre les classes, les références des fichiers classes, normalement relatifs à une interaction explicite? Donc là, on peut trouver au fait des actions, on peut trouver des extras, on peut trouver des catégories, bref, donc il y a des tas au fait de trucs à l'intérieur, d'accord? Donc en ce qui concerne les extras, c'est les trucs qui sont les plus utilisés, d'accord? Pour faire quoi? Pour tout simplement véhiculer des datas euh, d'une activité à une autre activité, d'une activité à un service, etc., etc. D'une entité vers une autre entité d'une manière générale. D'accord? Donc, si on veut spécifier au fait une donnée à l'intérieur au fait d'un intent, il faudra passer par le put. D'accord? Le put, elle va avoir deux paramètres, à savoir la clé de ce que tu vas mettre et la valeur de ce que tu vas mettre. D'accord? Pour les types complexes, il faut faire attention. Il faudra que ça implémente forcément le parsable ou le serializable, d'accord, afin que ça soit possible à transiter d'une activité vers une autre, d'accord. Ce qui est recommandé, c'est le parsable, c'est pas le serializable. Dans les architectures de type PC, ce qui n'est pas notre cas, on utilise ça. Mais le parsable, il est plus performant, d'accord. Normalement, vous allez faire un gain de 90 jusqu'à 95% de performance quand vous allez utiliser le parsable pour les data ou les objets normalement qui vont véhiculer d'une activité vers une autre. Supposons que tu as ce besoin-là, tu peux transiter un objet complètement d'un module ou d'une entité normalement vers une autre entité. Il faut que cet objet-là, il implémente en fait le parsable avant que tu le mettes dans l'intent. D'accord? Si ça n'implémente pas, bah ça marchera pas, en gros. D'accord? Pour la récupération, donc là, il y a la famille getTypeExtra, getStringExtra, getFloatExtra, getIntExtra, getDoubleExtra, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est la famille en fait de méthodes. Vous allez mettre bien sûr la clé, il va vous renvoyer la valeur selon le type que vous avez spécifié à ce niveau-là. Et c'est lui qui va s'occuper du casting, etc. D'accord? Ok, donc ça c'est un exemple au fait d'activité qui fait appel au fait à un intent. D'accord? Donc ça c'est notre activité. Et bien sûr il y a le onCreate, on l'a supprimé. Ce qui nous importe c'est cette méthode-là. D'accord? Go to next screen, donc c'est une méthode qui va être déclenchée une fois qu'on clique sur un bouton bien particulier pour lancer au fait la nouvelle activité. D'accord? Bon, comment on va programmer ça? Première chose qu'il faudra faire, c'est créer un intent avec le new. Bah, vous communiquez les datas que vous voulez, d'accord? Bah, à travers ça, par exemple, put extra, happy, false, d'accord? Si vous connaissez au fait le fichier .class relatif donc à l'activité qui va prendre en charge
votre next screen ou next screen. Donc, dans ce cas-là, vous allez utiliser en fait cette méthode-là. Donc, vous allez utiliser i.setClass run.this, le fichier .class relatif donc à cette activité. D'accord? Ou à l'activité bien sûr qui va être lancée. Sinon, ben là, on va spécifier d'autres données. Donc là, on va utiliser en fait ce qu'on appelle un intent implicite. D'accord? Tu spécifies l'action que tu veux faire. Par exemple, tu veux faire un appel téléphonique. D'accord? Et tu spécifies les données normalement que tu veux communiquer vers l'application qui va prendre en charge l'appel téléphonique. Et c'est bon. Donc là, il faudra tout simplement lancer l'activité associée. D'accord? Donc pour lancer l'activité associée, vous mettez tout simplement Start Activity I ou Dispense Start Activity, ça fait la même chose. D'accord? Voilà. Des questions concernant cet exemple-là? Donc ça, c'est un intent explicite. Tu connais ta cible, tu connais bien sûr la référence de ta classe, celle-là. D'accord? Deuxième exemple, tu veux faire une action, par exemple appel téléphonique, vidéoconférence, etc., etc., mais tu ne connais pas l'application. Donc tu utilises d'autres champs dans l'intent, à savoir l'action, la catégorie, data, etc. On va le voir avec plus de détails tout de suite. D'accord? C'est bon? Oui. Ok. Ok, envoyer un message. Mariama a levé la main. Ah La oui, main. Mariama, vas-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi, dans l'exemple précédent, vous aviez dit qu'on devait ajouter implements, on ne doit pas ajouter serialisable, mais plutôt. Mais dans l'exemple, il n'y a pas. Hein? Vous aviez dit qu'il fallait ajouter une implémentation Oui. précédemment. Ah ben, il Et faudra une- savoir, tu vas mettre le parsable ou le serializable sur quelle entité? Est-ce que je suis en train, en fait, de communiquer un objet complexe à ce niveau-là, par exemple? Ah, Ça, c'est une chaîne d'accord. de caractères, ou c'est un booléen, précisément. False, Mhm. d'accord? Pour les types primitifs, il n'y a pas de souci. Mais pour les types complexes, dans lesquels il y a des objets, des trucs ce genre-là, là, il faudra qu'il implémente le parsable ou le serializable. D'accord? D'accord. Voilà, Merci, monsieur. je t'en prie. Merci, Yael. Ok. Quelles sont les actions? Alors là, il y en a des centaines, carrément. Donc on va voir juste quelques exemples. Par exemple, Action Edit, c'est pour éditer un contenu. Le Action View, c'est juste pour voir, par exemple, un contenu. Action Call, c'est pour effectuer un appel. Ça peut être un appel téléphonique, un appel avec WhatsApp, un appel avec je ne sais pas quoi. C'est un appel, en gros, c'est ça. D'accord? La question qui se pose, comment en fait il va connaître ce qu'il va lancer, en fait? C'est à travers d'autres informations, telles que par exemple ça, cette URI-là. Quand tu vas en fait mettre un action edit par exemple avec un content qui est ça, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir bah, dans la liste des contacts la personne à identifier avec le numéro 125. D'accord? Donc pour lui, donc il va effectuer l'édition. Qui va prendre en charge cette édition? Bah, à travers ce tableau-là, on ne peut pas dire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore spécifié quelle est l'activité qui va prendre en charge ou quelle est l'application qui va prendre en charge cette modification. D'accord? Si tu la connais, bah tout simplement tu communiques les fichiers .class et l'histoire elle se termine là. Bah si tu la connais pas, tu veux laisser le système trouver une solution à ce problème et trouver l'ensemble des applications qui peuvent faire un action edit sur les contacts téléphoniques. D'accord? Là, il suffit tout simplement de spécifier ces champs-là. D'accord? Et par la suite, quand vous l'avez euh, expérimenté, bien entendu, dans vos téléphones, parfois vous lancez par exemple une édition ou un appel téléphonique et il vous affiche bah, quelle est normalement l'application que vous voulez lancer. Vous voulez utiliser Truecaller, vous pouvez utiliser normalement l'application d'appel par défaut faite d'Android. Donc il y a plusieurs choix. Quand il ne trouve pas tout simplement euh, comment dirais-je, des règles qui vont restreindre normalement l'ensemble des applications à une seule,
qui vont prendre en charge en fait votre intent. Donc là, il va vous lister tout simplement toutes les applications qui peuvent prendre en charge votre intent. C'est à vous de décider pour lui. D'accord? Voilà. Donc dans le cas où il y a 0, bien sûr, donc il va vous afficher un message d'erreur ou il va ignorer, bah, ça dépend en fait des versions d'Android. S'il y a une et une seule, bah, bien sûr, il va lancer celle-là. D'accord? Voilà. Pour cette action view là, donc regardez bien, c'est à travers l'URI normalement qu'il va connaître. Il y a la géo pour dire géolocalisation. Bah, il pourra utiliser par exemple l'application par défaut pour la géolocalisation, à savoir Google Maps. D'accord? Si vous spécifiez Google.streetview, donc là, ça va être autre chose. Tu vas utiliser l'autre application qui est Google.streetview, d'accord? Et qui va prendre en charge bah, les mêmes coordonnées, comme vous pouvez le constater. D'accord? Donc c'est l'URI normalement qui peut donner un indice pour Android concernant l'application qui va être lancée, qui va prendre en charge le traitement de votre intent. D'accord? Voilà. Les URI, comment on les spécifie? On va les voir. Et en ce qui concerne les URI, ils ont un schéma, il faudra le connaître. D'accord? Il y a un bloc, par la suite deux points, et par la suite, bah, ce que vous voulez communiquer. Et là, ça peut changer au fait d'une URI vers une autre URI. Par exemple, comme vous pouvez le constater ici, là, ça respecte au fait le même schéma. Il y a de double slash, etc., etc. Ici, non. D'accord? Pour la géolocalisation, on peut se contenter au fait de la communication de la longitude, latitude et hauteur. Ou ça peut être longitude et latitude et ça s'arrête là. Bref. Donc, le pattern le plus général, c'est bloc, ce qu'on appelle le schema. D'accord? Et par la suite, les datas qui vont être communiquées donc, à travers cette URI là. D'accord? Voilà. Bon, pour les exemples, vous pouvez le voir bien sûr HTTP, mail2, TLM, SMS, MMS, vidéo, géo, etc. etc. Bon, la question qui se pose en ce qui concerne en fait ces blocs-là. Nous avons vu de cette action, de cette data, etc. Nous avons vu normalement que ça va aider énormément en fait Android à définir donc qu'est-ce que vous allez faire de cette intention-là, comment vous allez traiter en fait ces intentions-là. Est-ce que c'est uniquement en fait ces deux blocs-là auxquels il tient en compte pour résoudre en fait ce que vous voulez faire? Bien entendu, non. Donc là, il y a essentiellement trois. Vous pouvez vous contenter de deux, vous pouvez mettre trois, à vous de voir. D'accord? L'intention, c'est la vôtre, l'intent, c'est la vôtre, et il faudra tout simplement communiquer ce que vous jugez suffisant pour traiter convenablement l'intent. D'accord? Donc il y a essentiellement l'action, il y a la data, il y a la catégorie. Donc l'action, c'est l'activité ou l'opération que vous voulez faire. D'accord? Ça fait référence à ça. Pour le data, bah, c'est les données et la nature des données. Parfois, on peut se contenter au fait juste de communiquer la nature de données à la place au fait de toute une URI complète comme on l'a vu. Et il y a également la catégorie, ce qu'on appelle la circonstance. Quand est-ce que je veux exécuter, par exemple, tel ou tel intent? Et ou dans quelles circonstances je vais exécuter tel ou tel intent. D'accord? Donc ça, c'est les trois normalement champs. Souvent, on utilise ces deux-là. D'accord? Mais parfois, donc, on pourra être contraint en fait, d'utiliser ce triplet-là. D'accord? Donc, ces trois champs-là, ils vont servir au bus pour savoir à qui on va délivrer le composant qui va prendre en charge en fait l'intent en soi. D'accord? Voilà. Donc, tous ces éléments-là, ils doivent également être définis dans ce qu'on appelle un filtre d'intent ou comment dirais-je un bloc ou un module qui revendique au système Android qu'il est en train de prendre en charge ces intents-là ou qu'il a la capacité de prendre en charge ces intents-là. C'est comme s'il a déclaré qu'il est dans la capacité au fait d'exécuter ce qui est nécessaire pour traiter les intents. Ça, c'est ce qu'on appelle les filtres d'intent.
D'accord? Les intents, c'est l'élément qui va circuler. Vous pouvez le constater à ce niveau-là selon ce schéma. D'accord? Ça, c'est l'élément qui va être communiqué directement, par exemple, de l'activité A à l'activité S ou au service S. Mais les filtres d'intent, c'est des déclarations au niveau du bus. D'accord? Qui vont être communiquées au niveau du bus et qui sont dans votre projet. Pour dire, ah, cette activité-là, elle peut prendre en charge quel intent. Ou ce service-là, il peut prendre en charge quel intent. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle les filtres d'intent. D'accord? Comme leur nom indique. Bon, il y a des intents qui vont circuler. Bah, ce filtre-là, il va tout simplement filtrer les intents pour ne laisser passer que ceux qui peuvent être pris en charge par le module en question. D'accord? Voilà. Donc quelques exemples de filtres d'intent. Donc celui-là par exemple. Donc on a une activité nommée NoteList, d'accord? Elle a trois filtres d'intent, c'est-à-dire donc qu'elle peut prendre en charge trois types au fait d'intent, d'accord? On va voir au fait le contenu de chacun. Android.intent.action.main, Android.intent.category.launcher. Ça c'est la catégorie, ça c'est l'action. Ça vous rappelle pas quelque chose? Celle-là. Si vous avez bidouillé n'importe quel projet dans Android Studio, vous avez affiché le fichier Android manifest.xml, vous allez voir que dans n'importe quel main activity, d'accord, il y a ce filtre-là. Et il sert à quoi? C'est pour spécifier quelle est l'activité qui va être lancée en premier. Est-ce que c'est clair? Donc l'action c'est Action Main et la catégorie c'est Launcher. D'accord? Donc la première chose que le système Android pour lancer une application, il doit la faire, il doit lancer un intent de ce type-là, à cette application-là. Une fois qu'il a créé la VM, qu'il a lancé le code, qu'il a réservé la RAM, etc., etc., il lui balance un intent pour dire, ah, je ne te connais pas l'activité qui normalement devrait être lancée normalement en premier, bah, j'envoie l'intent et c'est à elle au fait de se manifester vu que normalement elle devrait se déclarer au niveau de l'interJCL, du middleware. D'accord? Il lance un intent avec cette action-là, avec cette catégorie-là. Et dans le cas de ce projet-là, c'est l'activité avec la classe NoteList qui va être lancée. D'accord? Est-ce que c'est clair? هتسمعوا فيا يا جماعة ولا إيه؟ Monsieur, بالله question. Monsieur, ضمن معناتها هما محطوطين par défaut ولا أنا نكتبهم manuellement؟ سؤال جيد جدا. C'est une très très bonne question. Bah, je peux te dire la réponse directement. Les deux. Tu peux définir tes propres actions, tes propres catégories. Tu peux utiliser les catégories et les actions normalement qui sont prédéfinies dans Android. Il y a les deux. Par exemple, celle-là, regardez bien. Bah, elle est définie par défaut dans Android, le launcher. أي هذا ظاهر اللي هو par ايه défaut عيط يا خاطر بابا يا ياك اندرويد والسلام عليكم فهمت فما حد اخرين normalement tu vas trouver d'autres كيما نقولوا intent filter qui sont relatifs à quoi? À des trucs qui sont prédéfinis par le programmeur. D'accord? Et on va le voir après. Pas maintenant. Voilà un exemple. واضح. معناها مش باش يخليك tout simplement, il va pas te laisser tout simplement bloquer. Tu peux définir tes propres trucs et tu peux également reposer sur ce qui existe déjà. واضح? واضح. Voilà. La même classe, la même activité, elle va accepter également les intents qui ont l'action view, edit ou pick avec la catégorie default, bah, c'est-à-dire donc c'est le view par défaut, c'est l'application qui va être définie par défaut pour la vue, pour l'affichage, la consultation, l'édition, la sélection, pour toutes les datas de ce type-là.
vnd.cursor.dir/vnd.google.note. D'accord? S'il y a donc un intent qui se balade avec view, edit, pick, d'accord? Première chose auquel il faudra penser, c'est à ça. D'accord? Voilà. Même chose ici. Donc on a le getContent pour android.intent.action.getContent. S'il y a en fait un intent qui a cette action-là, avec bien sûr les datas de ce type-là, d'accord? Dans ce cas-là, donc il va solliciter encore une fois le node list. D'accord? Voilà. Comme on l'a spécifié auparavant, les intents explicites, ça doit forcément référencier la classe parente et la classe fille, la classe qui va être ciblée. D'accord? Donc du coup, là, il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord? Ça va partir comme une fusée de la classe parente vers la classe fille. Si elle est lancée, bah tant mieux. Si elle n'est pas lancée, elle va être lancée. D'accord? Voilà. Donc, ça c'est ce qu'on appelle les intents explicites. Un seul composant cible, il va être exécuté ou lancé. Pour les intents implicites avec action, catégorie, etc., bah, ça va dépendre des activités, ça va dépendre des intent filters qui sont à l'intérieur, différents composants de l'application, et là on peut se trouver avec 0, 1 ou plusieurs. D'accord? Voilà. Alors, ça c'est un petit exemple par exemple. Regardez bien. Donc on a lancé un intent normalement avec le action view, avec le téléphone comme data. Il y en a deux, activité 1 et activité 2, qui ont l'intent filter avec le action view, d'accord? Et qui ont comme data, en fait, bon, là, en fait, le HTTP et le téléphone. Ah, là, on n'a pas de problème. Donc là, il va voir le data, et le data qui existe à l'intérieur, en fait, de l'intent. Donc il n'y a pas de HTTP ici, mais il y a en revanche tel. D'accord? Donc il va aller directement vers ça. D'accord? Mais si par hasard, donc on a le même schéma par exemple, data avec donc la place de HTTP, on aura le tel, d'accord? Bon, on pourra avoir les deux, hein, d'accord? Donc on aura deux composants qui sont éligibles, d'accord? Voilà. La question qui se pose, cette résolution, quand est-ce qu'elle se produit? Il y a deux façons. Il y a une façon, ce qu'on appelle à travers les liaisons statiques, dès le départ, lors de la compilation. Et il y a ce qu'on appelle les liaisons dynamiques. D'accord? C'est lors de l'exécution. Dans le cas où on a un intent explicite, donc ça peut être tout simplement effectué lors de la compilation. Parce que tu connais la source, tu connais la cible, tout est OK, tu n'as qu'à tout simplement mettre toutes ces informations-là dans le code et c'est bon. Ça va optimiser au moins en fait l'exécution de ton application. Mais dans le cas où on a affaire à des intents implicites, ça peut changer d'un environnement d'exécution à un autre. Et du coup, il n'y a pas de solution à part différer ça pour l'exécution. Il faudra tout simplement attendre l'exécution jusqu'à ce qu'elle soit lancée. Et là, on pourra envisager de résoudre en fait, tout simplement ces intents-là et de voir quelles sont les activités qui peuvent la prendre en charge. D'accord? Quel est le bloc normalement qui va prendre en charge en fait, le traitement des intents? C'est un truc qui existe à l'intérieur du middleware et ça s'appelle le comp.android.server.intentResolver. D'accord? Souvent on l'utilise pas, parfois on peut l'utiliser, mais c'est très rare. D'accord? Généralement on se contente en fait de préparer les intents, de la balancer directement vers le middleware. Les resolver, c'est lui qui va s'en occuper, d'accord? Et c'est bon, d'accord? Voilà. L'intent resolver, il fonctionne de cette façon-là. Donc il a un ordre de priorité. Premier ordre de priorité, c'est les actions. Si l'action elle a tranché, bah tant mieux. Si elle n'a pas tranché, alors là, il va passer vers les catégories. Catégorie avec le Y, hein, celle-là. Si ça a tranché, bah tant mieux. Si ça n'a pas tranché, donc là, on va aller vers les datas. Si ça a tranché,
bah, tant mieux. Si ça n'a pas tranché, bah, on vérifie tout simplement ce qu'on a. Ce qu'on a 0, 1 ou plusieurs, et selon en fait les résultats en fait de ce filtrage, de cet intent resolver, donc on va soit lancer un module, soit tout simplement demander l'interaction de l'utilisateur, ou tout simplement ignorer en fait cet intent ou afficher un message d'erreur. D'accord? Voilà. Ok, on enchaîne maintenant avec les actions donc, personnalisées. Il y a des actions prédéfinies dans Android telles que Action View, Action Edit, etc., etc. Et vous pouvez vous-même définir vos propres actions. Il suffit juste de créer une constante chaîne de caractères, comme vous pouvez le voir ici, public, static, final, machin. D'accord? Vous mettez la chaîne de caractères qui va faire référence à votre action. Et par la suite, vous allez utiliser ça au niveau de quoi? Au niveau de votre activité. Vous mettez par exemple, vous mettez un intent avec le set action. Vous pouvez utiliser directement un constructeur de cette façon-là. D'accord? Donc quand tu vas utiliser le constructeur new intent avec la chaîne de caractères, il va comprendre automatiquement que c'est l'action que vous allez normalement spécifier. D'accord? Voilà. Pour les intent filters, même chose. Au lieu de mettre tout simplement les Android.machin, .action, je sais pas quoi, d'accord? Donc là, vous allez spécifier la valeur donc, de votre action personnalisée afin que ça soit considéré dans votre middleware et que ça va être utilisé par le intent resolver à cet effet. C'est bon? Voilà. Des questions? Là, c'est bon, monsieur. Ok, voilà. Donc là, on va parler au fait du reste des composants donc, qui nous manquent, à savoir, nous avons parlé au fait des activités, des services, des syntaxes, qui nous manque un peu, oui, également le manifeste, nous en avons parlé également. Ce qui nous manque, c'est le content provider et le broadcast receiver. D'accord? On va commencer avec le broadcast receiver. C'est quoi ce broadcast receiver? Comme son nom l'indique, c'est un récepteur de broadcast. C'est quoi un broadcast? C'est comme dans le réseau, hein. Dans les réseaux, quand on va faire un envoi d'un message en broadcast, qu'est-ce que ça va faire? حاجة فيزيبل على الكل monsieur. Voilà, pour n'importe quelle cible, on va envoyer un truc, d'accord? Ou on peut sélectionner un sous-ensemble, une population à l'intérieur de la cible complète, d'accord? Pour lui envoyer, au fait, ce message-là. Ça reste quand même un broadcast, ciblé, mais ça reste un broadcast, d'accord? Bon, on va envoyer quoi comme data au niveau, au fait, d'Android? monsieur مع البرودكاست تقصد كيما لي نوتيفيكاسيون اللي يخرجونا في Ça peut التليفون. être ça, ça peut être ça, ça peut marcher en mode broadcast, celle-là, surtout comme ça peut marcher à travers des services, mais essentiellement le concept, نحب نحكي صراحة concept وبعد نحكي على الباقي. D'accord? Le Ok. broadcast, d'une manière générale, tu prends une entité, tu vas l'envoyer à je ne sais combien. D'accord? Donc, on va utiliser ce même mécanisme, mais pour communiquer au fait des événements. D'accord? Ces événements-là, ça peut être au fait des événements prédéfinis, tout comme les actions, tout comme ça peut être des événements personnalisés par l'utilisateur et pris en compte par le système. D'accord? Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est surveiller l'exécution ou l'environnement d'exécution pendant un bon laps de temps. Et dès que l'événement il a été détecté, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer un message à toutes les personnes concernées. C'est un broadcast. D'accord? Et qui va le faire? C'est qui ce on-là? Ça peut être le système, ça peut être tout simplement votre application. D'accord? Si c'est le système, bah, c'est à lui de se débrouiller. Par exemple, batterie vide, batterie il est à 5%, redémarrage, arrêt, utilisation de protocole 4G par exemple, ou 5G, ou utilisation d'Internet, tout ça, ça peut être considéré comme étant des événements. Ou on peut faire en sorte au fait de créer une activité qui, pour
une raison ou une autre, il va envoyer automatiquement un broadcast à toutes les activités qui sont à l'intérieur de l'application, même possiblement à l'intérieur du système. D'accord? C'est bon? واضح le concept ولا لا؟ Oui. Voilà. Donc, les broadcast receivers, ce sont qui? Eh ben, c'est les personnes qui vont recevoir ce broadcast-là. Nous avons parlé de l'émetteur, ça peut être Android, ça peut être par exemple une autre activité, hein. Mais le récepteur, ça va être qui? Bah, ça va être forcément une activité particulière. C'est pas l'activité classique. D'accord? C'est une activité qui va être en arrière-plan continuellement et qui va attendre l'avènement de l'événement auquel elle est programmée. Ça ressemble au service, mais la différence entre le service et le broadcast, c'est que le broadcast receiver, il va être, comment dirais-je, donc en veille prolongée ou en mode hibernation, et dès qu'un événement il a été broadcasté, hop là il se réveille. Il exécute des opérations et puis hop il s'endort. Et ça continue. واضحة الفكرة؟ Donc, ça ressemble énormément au service, mais le comportement, c'est un peu différent. Parce que le service, il peut s'exécuter indéfiniment, et tu peux t'attacher, et là, il va faire des actions, tu peux te détacher, et là, il va faire d'autres actions, etc., etc. Voilà. Alors que le broadcast receiver, il est beaucoup plus simple que ça. Le broadcast receiver, كما احنا نقولوا برد قديم. يقعد هكاك رايد في البدن. D'accord? Il va rester tranquille dans le corps. Et dès que la température il baisse, hop là, l'arthrose, le rhumatisme va commencer à faire effet. Et dès que ça se chauffe un peu, la température elle augmente, hop là, il disparaît. C'est le même principe. واضح? Voilà. يعني monsieur شنو هي الفرق الوحيد بين broadcast وسيرفيس؟ Conceptuellement, en termes de programmation. Voilà les deux. في الconception. Conception, comme je te l'ai dit au fait. Le service, il peut s'exécuter continuellement. D'accord? Alors que le broadcast, normalement receiver, il va s'exécuter face à un événement qui va être reçu. Il ne s'exécute que pour ça. Ok. D'accord? Tu ne peux Ça pas marche. t'attacher tout simplement à un broadcast receiver. La seule façon de l'invoquer, c'est tout simplement de faire quoi? D'envoyer le signal, ouais, ou bien l'événement qu'il est en train d'attendre. D'accord. Alors que Ouais. pour l'autre, tu peux envoyer des ententes, tu peux récupérer des ententes, tu peux tout simplement t'attacher à lui, tu peux te détacher. Bref, c'est un autre life cycle. D'accord? Pour le code, regardez bien. Ça va être tout simplement une seule méthode. Quand tu reçois l'événement, qu'est-ce que tu vas faire? Et ça s'arrête là. واضح? واضح. Voilà. Donc le life cycle relatif à un broadcast receiver, il est hyper simple. Tu n'as qu'à programmer cette méthode onReceive qui accepte deux arguments, à savoir le contexte et l'intent relative au fait à l'événement. D'accord? Et par la suite, tu te débrouilles pour faire ce que tu veux. On peut avoir un broadcast receiver qui va démarrer un service. Exemple typique celui-là. D'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. Vu que c'est une entité qui est en cours d'exécution, elle peut exécuter tout simplement Start Service dans la pile de votre application. D'accord? Voilà. Mais pour Start Activity, là, ça peut poser un problème parce que il n'est pas censé au fait avoir une interface. Et quand tu vas lancer une activité avec une interface, normalement, elle va hériter au fait du view relatif donc à l'activité parente. Et là, ça peut poser un problème. Vu que l'activité parente c'est un broadcast receiver et il n'y a pas au fait de ce genre de choses, là ça peut gêner. Ça va dépendre au fait de la version de votre Android, bien entendu. Ok. Donc, un broadcast receiver, donc c'est quoi? C'est tout simplement une classe, comme on l'a vu maintenant, qui va hériter de quoi? De broadcast receiver qui existe dans Android.content. D'accord? Euh, un broadcast receiver, donc une fois que tu le déclares en tant que classe, donc c'est une classe, une fois qu'elle n'a pas, n'a pas été au fait définie, d'accord?
en tant que receiver au niveau au fait, de votre application, elle ne va pas s'exécuter. D'accord? Donc il faudra la spécifier soit à travers le fichier manifest via la balise receiver, d'accord? Ou bien avoir une activité ou n'importe quel composant qui va être lancé lors de l'exécution en fait, de votre application et qui va exécuter register receiver. C'est pour enregistrer le receiver au niveau du middleware. Et une fois qu'on n'en a plus besoin, il n'a qu'à exécuter le unregister receiver. D'accord? Et là, il va simplement le désactiver. Il ne va plus recevoir de notifications à partir du middleware concernant les événements. D'accord? Voilà. Ok. Ça, c'est le receiver, bien entendu. Je vous prépare, bien sûr, donc un TP concernant en fait le receiver. Vous en aurez besoin par la suite. Il va être diffusé dans YouTube, tout comme la séquence vidéo qu'on est en train de faire maintenant pour le cours. Il ne manque plus que le content provider, d'accord, pour les éléments de base de la programmation Android, d'accord. Donc, le content provider, il fait quoi? Donc, c'est un fournisseur de contenu, comme son nom l'indique. C'est un content provider en anglais. Euh, c'est quoi le contenu? Quel type de contenu? معرفش أي حاجة تسحقها مثلا يعطيك الصحة في الكلمة ما نعرفش وهو كذلك la bonne réponse ما نعرفش. Ça peut être un fichier, ça peut être une base de données. N'oubliez pas que dans n'importe quel Android, il y a le SQLite, le SGBD SQLite, qui supporte pratiquement toutes les opérations d'un SGBD digne de ce nom. Il y a le PLSQL, il y a les transactions avec les niveaux d'isolation, il y a pratiquement le SQL classique, etc., etc. Ça peut être n'importe quoi. Tu peux tout simplement créer un content provider qui va récupérer, par exemple, récupérer des datas au niveau de Firebase, d'accord, qui est la base de données de Google en cloud, d'accord. Bon, n'importe quelle classe qui va fournir un contenu en termes de data, on peut l'implémenter soit à la main, vous pouvez le faire, et là vous allez vous tuer, soit tout simplement on respecte au fait le standard ou le template au fait de programmation d'Android, et là on utilise ce qu'on appelle un content provider. Ça va nous faciliter énormément la vie, d'accord. Ce content provider, une fois qu'on respecte au fait ce pattern-là, il va être une source de données, non pas pour ton application uniquement, mais pour toutes les applications que vous allez autoriser et qui peut interagir avec la tienne. En d'autres termes, تقول عليه database accessible من عند une tonne au fait d'applications. Et ça, c'est très utile. D'accord? Pour transiter les données d'une application à une autre, pour faciliter la maintenance de votre application, vu que ça va respecter un standard de programmation qui est clair, simple et limpide. Donc du coup, là, on va gagner à tous les coups. Si vous allez mettre n'importe quel fournisseur de contenu en tant que content provider, vous allez le déclarer dans le middleware, donc il va être géré et on va interagir convenablement avec lui via le middleware. Donc c'est sécurisé, bref. Donc à tous les coups, ربحي. Donc, quels sont en fait les content providers qu'on peut trouver dans Android? Il y a les content providers par défaut que vous allez donc croiser, par exemple le content contacts directory 125 par exemple, d'accord? Ou celle-là, content sms inbox 125, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le system defined URL relatif au content provider. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les user defined URL relatif au content provider. D'accord? Donc là, vous pouvez définir vous-même une URL bien particulière. Et cette URL-là, donc, vous allez l'utiliser afin d'adresser ce content provider-là. D'accord? Donc, comme vous l'avez vu, vous l'avez constaté précisément au niveau en fait, de ce troisième point, donc un content provider, forcément, il devrait être adressé via une URL ou précisément dans Android, c'est pas une Uniform Resource Locator,
c'est un Uniform Resource Identifier. D'accord? Ou Uniform Resource Identifier, voilà. Donc, du coup, il faudra spécifier pour n'importe quel content provider l'URL ou l'URI pardon d'invocation, d'accord? Et grâce à ça, donc le middleware, dès qu'il rencontre une invocation faite d'un intent avec ce content-là, parmi en fait les candidats qui peuvent prendre en charge en fait cet intent, c'est ce content provider-là, d'accord? Quel est le contenu qui va être communiqué? Bah, pratiquement tout et n'importe quoi. D'accord? Des fichiers binaires, par exemple, des objets sérialisés au parsable, des fichiers XML JSON, des bases de données, des fichiers plats, du fichier CSV, etc., etc. D'accord? Donc, euh, la bonne chose, en fait, relative au content provider, c'est qu'il va définir donc un style d'interaction via ce qu'on appelle une interface commune. N'importe quel élément qui va s'enregistrer en tant que content provider, forcément, il doit faire un override relatif à des méthodes de gestion et de manipulation de données qui sont standardisées. D'accord? S'ils sont implémentés, c'est que n'importe quelle application, donc elle peut solliciter au fait ces méthodes-là, ou n'importe quelle activité, elle pourra solliciter éventuellement ces méthodes-là à travers ce content provider-là. D'accord? Donc, comment on va pouvoir récupérer la référence relative à ce content provider-là? Donc là, il y a une autre classe qui va s'occuper de ça. C'est elle qui va interagir avec le middleware, c'est elle qui va chercher, ah, c'est qui le content provider normalement qui peut subvenir à ton URI ou à ton action ou je sais pas quoi. Il faudra bien sûr communiquer un intent à cet effet. D'accord? Donc, cette entité-là, qui est le content resolver, il va vous renvoyer tout simplement une référence vers l'élément souhaité. Et là, vous pouvez bien entendu appeler les méthodes euh, dont vous en avez besoin en fait pour pouvoir dialoguer avec ce content provider-là. D'accord? Les méthodes donc à définir sont les suivantes: delete, insert, notify changes, query et update. Bien sûr, selon votre besoin, hein. D'accord? C'est pas obligatoire de tout définir. Si tu veux activer tout simplement l'insert, tu n'as qu'à redéfinir l'insert. Si tu veux activer le query, tu n'as qu'à redéfinir le query, etc., etc. D'accord? Voilà. Donc, euh, première chose qu'il faudra faire, donc, pour spécifier qui on est, d'accord? Pour dire que on est le content provider accessible via l'URI tel et tel, c'est de créer cette URI là, d'accord? Donc à travers ça. Public static final URI, bah, vous mettez le nom qui vous convient, d'accord? Par la suite, vous mettez URI.parse, vous mettez l'URI qui va être utilisé afin d'identifier votre content resolver ou votre content provider. D'accord? Donc, pour l'URI, donc, il y a en fait des, comment dirais-je, des standards à considérer pour être homogène avec ce qui est utilisé dans Android. À savoir, si tu vas spécifier, par exemple, tu vas demander un seul élément, un seul enregistrement, une seule ligne, un seul truc, d'une manière générale. L'URI, donc, elle devrait être de cette forme-là. D'accord? Donc, tu utilises l'URI de Content Resolver et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre l'identificateur relatif à cet élément-là. D'accord? Par la suite, pour les types MIME que vous allez utiliser, donc pour adresser ce content provider là, c'est ça. Vous utilisez vnd.android.cursor.item slash ce bloc là. D'accord? fr.univ machin, je sais pas quoi. D'accord? Le truc qui se situe juste entre le double slash et le slash. D'accord?
Si vous voulez adresser plusieurs enregistrements, bien entendu, l'URI, donc bien sûr, donc va rester la même. Mais pour le type MIME, normalement, que vous allez utiliser dans votre code, ça va être le même truc, sauf que cette fois-ci, au lieu de item, on va mettre directory. D'accord? De cette façon-là, vous allez récupérer un curseur, et ce curseur-là, normalement, il va vous servir à parcourir l'ensemble des enregistrements qui sont accessibles à travers votre content provider. D'accord? Un exemple assez basique, il n'y a pas de code, mais c'est intentionnel, bien entendu. Pour le code, on va voir quelques exemples plus riches, plus détaillés par la suite. Donc, Public Class Account Provider, Extends Content Provider. C'est quoi ça? Ça, c'est une classe qui va hériter de Content Provider. Donc, en d'autres termes, c'est un Content Provider. Qu'est-ce que nous avons spécifié ici? Alors, il y a les mêmes trucs que euh, les services, les activités, etc. Donc, on a le onCreate. Il n'y a pas le onStart, on pause ou je sais pas quoi, d'accord? Mais il y a les méthodes que vous avez vues à ce niveau-là, d'accord? Il y a le delete, insert, notify, changes, etc., etc. Ici, par exemple, je vais juste créer un content provider de query, pas plus, d'accord? Donc, du coup, là, on ne peut, à travers ce content provider, qu'exécuter au fait des requêtes de sélection, d'accord? Donc, pour le query, bien sûr, elle a fait un jeu de paramètres qui est assez lent quand même, d'accord? Mais il est utile au fait de le connaître. On va l'analyser par la suite dans l'ETP que je vais vous communiquer par la suite concernant en fait le content provider, d'accord? Et par la suite, on pourra exécuter en fait le code à ce niveau-là, d'accord? Donc là, on pourra faire donc la requête select, d'accord? Le query, le result set, le parcours au fait de votre curseur, la récupération en fait de ce curseur. Si tu veux renvoyer le curseur directement, bah, tu peux le faire, hein. Tu peux tout simplement parcourir certains éléments afin de les nettoyer, de les modifier un peu pour respecter certains formats en fait de renvoi, d'accord? Mais le plus important, c'est que vous devez bien sûr donc respecter les valeurs de retour de n'importe quelle méthode qui est spécifiée. À savoir, pour le query, tu vas renvoyer un curseur. Ça peut pointer sur un seul élément, tout comme ça peut pointer sur plusieurs éléments. D'accord? Voilà. C'est bon? Normalement, on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? سي هذا كل شيء يخدموا عليه تي بي ان شاء الله، معناتها باش نزيدوا مش تي بي، نفهموا. 3 تي بي. 3 تي 3 بي. تي بي على السيرفيس، تي بي على البرودكاست ريسيفر. Pour le content على provider, البروتين. j'hésite. Je sais pas si فوالا. à la limite تنقل لكم من بعد في الجروب نتاعكم مش باش تريفزوا parce que le content provider avec son TP il est inclus dans l'examen ou bien non. Mais pour le mini projet, donc je vais faire donc un TP concernant le content provider, ok, donc il est inclus dans le mini projet si l'énoncé il l'impose, bah sinon t'as fait ça, d'accord? Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un classroom? Comment?